Bien, nous allons commencer. Merci à vous d'être venus ici pour la conférence que va prononcer Lorenzo Mainini. Lorenzo est docteur de l'Université de Rome à La Sapienza. Il a enchaîné par un post-doc de 2 ans à Louvain-la-Neuve. Et nous avons eu le plaisir de l'accueillir ensuite au sein du centre de recherche de l'école, le centre Jean Mabillon, grâce à une bourse Fernand Braudel attribuée au LABEX Aztec. Et donc, depuis 9 mois, pendant 9 mois, Lorenzo a travaillé sur un manuscrit et tout ce qu'il y a autour, donc il va vous en parler beaucoup plus en détail, ce manuscrit un peu mystérieux qui s'appelle, ou qu'on appelle, et d'ailleurs est-ce un manuscrit ou est-ce un texte, le livre de la reine, sur lequel on a écrit au XIXe siècle. Il y a eu très peu de recherches depuis qui ont renouvelé ce qu'on connaissait de ce mystérieux livre de la reine. Et donc Lorenzo a consacré donc, ces 9 mois à essayer de faire le tour de la question. Donc le travail de Lorenzo s'intègre dans les quelques travaux en cours à l'école au sein de Biblicima et du LABEX Aztec, consacrés aux traductions françaises, occitanes, franco-provençales de textes de droit savant romain. Donc, puisqu'on a une autre post-doctorante, Graziella Pastore, qui vient d'achever, elle n'est pas là, mais elle aurait dû être là, ou elle va peut-être venir, l'édition des parties inédites de livres de Jossis et de Play, qui sera bientôt disponible en ligne. Voilà, donc tout cela fait un ensemble cohérent avec le répertoire auquel je travaille des traductions gallo-romanes du droit romain. Voilà, donc je laisse la parole à Lorenzo. Merci. Vous avez la notice codicologique de ce manuscrit où il y a les principales données matérielles qui concernent ce manuscrit. Avant de commencer l'exposé, je voudrais remercier M. Frédéric Duval qui a rendu possible et supporté à plusieurs reprises cette recherche. Et plus en général, mes projets d'études sur la littérature juridique en ancien français, il m'a permis de collaborer avec lui autour d'un sujet, la tradition médiévale et vernaculaire du droit classique, qui m'intéresse plus ou moins depuis ma thèse de doctorat. Je voudrais remercier aussi l'école des Chartes dans sa totalité, qui, avec son prestige, m'a accueilli pendant 9 mois en m'offrant l'occasion d'une précieuse expérience scientifique. Et enfin, je veux remercier aussi la Maison des sciences de l'homme qui a accepté ma candidature et qui a octroyé la bourse Fernand Braudel dont parlait M. Duval, qui a été le support financier à mon travail. Alors, la question qui nous occupe ce soir concerne une source de la culture juridique française au XIIIe siècle, une source textuelle et manuscrite qui, selon les différents témoins qui nous la transmet, est appelée livre de la reine, livre de la reine ou encore livre de la reine blanche. Il s'agira alors de comprendre qu'est-ce que c'est ce livre de la reine, quel genre de texte il comprenait, l'époque et les milieux de sa production. Mais avant d'essayer des réponses à ce genre de questions, arrêtons-nous quelques instants sur des données historiques contextuelles, certainement bien connues, mais qu'il convient de rappeler ici, car elles tissent des liens profonds avec une série de questions textuelles et philologiques qui, par contre, restent encore aux marges de la connaissance historique. Ces données concernent l'expansion du royaume capétien au IIIe et au XIVe siècle et surtout le sort de sa culture juridique et politique, saisie en tant que visage intellectuel des nouvelles pratiques du gouvernement qui font du roi, de la cour parisienne et de son appareil administratif les destinataires de prérogatives étatiques de plus en plus étendues. Du point de vue philologique, ce qui nous intéresse de souligner à l'intérieur d'un panorama historique bien connu, concerne le fait que ce mouvement politique et juridique au sein de la fin capétienne a été accompagné synchroniquement par un mouvement textuel. Dans cette perspective, la chronologie nous aide. En 1204, la couronne capétienne acquiert la Normandie. Dans les années 30 et 40 du même siècle, Louis IX et sa mère, Blanche de Castille, s'engagent dans la répression des révoltes internes au royaume. Dans les années 1254-1259, les négociations avec les rois anglais et les traités de Paris définissent une nouvelle géographie politique française et élargissent les limites de l'autorité monarchique.
En 1254, le roi San émet l'ordonnance pour la réforme du royaume. À la même époque, les nombres et les fonctions de ses émissaires et de ses baillis dans les royaumes augmentent considérablement. Le XIIIe siècle est aussi l'époque où l'interdiction formelle d'enseigner les droits civils à l'Université de Paris favorise l'essor et le développement de l'école juridique orléanaise, qui donnera un certain nombre de fonctionnaires à la cour royale et à son parlement. Ces simples éléments d'histoire événementielle semblent entretenir un lien profond avec une autre série de phénomènes concernant cette fois l'histoire intellectuelle et l'histoire des textes, à savoir, comme l'annonçait M. Duval, les vastes mouvements de réception textuelle du droit roman à travers les traductions en ancien français du Corpus Juris Civilis et leur mise à profit à l'intérieur de la culture juridique coutumière. En effet, une bonne partie des témoins manuscrits des traductions françaises du Corpus Juris Civilis, ainsi que les plus importants et les plus anciennes traités du droit coutumier, qui utilisent parfois des sources juridiques classiques, datent de l'époque des grandes métamorphoses institutionnelles et géopolitiques qu'on vient d'évoquer. Les coutumes de Beaumanoir, les établissements de Saint-Louis, le livre de justice et de Play, les traductions des instituts des Justiniennes, le conseil de Pierre de Fontaine ou les plusieurs manuscrits transmettant les traductions françaises du Digestum, du Codex, ainsi que des autres parties du Corpus Juris, ne sont que des exemples parmi un grand nombre de sources disponibles témoignant du procédé de mise en texte d'une culture juridique qui s'est développée à côté, ou plutôt à la même époque, de certaines pratiques gouvernementales. Parmi ces sources, parmi ces objets textuels, figure aussi le manuscrit français 5245 de la BNF. Il s'agit d'un manuscrit composé par 194 feuillets datant de la fin du XIIIe siècle ou du tout premier début du XIVe et transmettant une compilation de textes juridiques en ancien français qui n'a pas manqué de susciter au cours des siècles quelques intérêts historiques. Les textes qu'il transmet comptent les conseils de Pierre de Fontaine, les feuillets 151, une compilation d'extraits français du troisième livre des instituts mêlés à plusieurs titres du Digeste vieux, la version française du Grand coutumier de Normandie et la suite de la compilation des instituts, le quatrième livre des instituts et du Digeste vieux. Cette structure textuelle reçoit dans les manuscrits français 5245 un traitement rédactionnel unitaire, bien dénoncé par les rubriques. En effet, la rubrique initiale du manuscrit ainsi que l'explicite du conseil, l'incipit et l'explicite de la première partie de la compilation de droit romain, l'explicite final du manuscrit et une table de matière qui apparaît au feuillet 53 définissent cette composition textuelle lire la Roenne. La première rubrique affirme « Si commencent les livres d'usage des coutumes de France et de Vermandois, selon Courtelet, fut fait pour un Rouen de France très gentil et très noble, et pour ce est-il appelé livre la Roenne. » Le numéro de livre en titre courant bleu et rouge, 1, 2, 3, 4, tout au long du manuscrit, nous indique par ailleurs que l'ensemble des 4 textes composés au moins dans ces témoins, un ouvrage imaginé réalisé dans la forme d'une collection unitaire. Ceci dit, on voit bien comment les projets textuels rassemblés dans les manuscrits français 5245 placent le livre La Roenne au milieu du réseau intellectuel et politique dont on vient d'ébaucher les profils. Il s'agit en effet d'un objet manuscrit qui réunit dans un seul livre des extraits des traductions du corpus de Justinienne, un texte du droit coutumier tel que le Grand coutumier de Normandie, un traité juridique, les conseils de Pierre de Fontaine, qui, bien qu'il se veut ouvrage coutumière vermandoise, entretient des liens textuels très forts avec la culture juridique classique, peut-être universitaire, ainsi qu'avec les textes des traductions françaises du Corpus Juris Civilis qu'il cite souvent. De plus, la dénomination livre la Roenne, sous laquelle l'auteur-rédacteur a rassemblé ces différents matériaux, nous impose, au moins au niveau des hypothèses, d'évaluer la possibilité que cette forme rédactionnelle a été pensée et produite autour de la cour capétienne. Le livre de la Reine semble constituer donc un volet remarquable de l'histoire complexe et encore mal connue de la circulation du droit romain dans les domaines capétiens au IIIe et au XIVe siècle, de sa réception dans un espace politique capable de mêler plusieurs sources juridiques et peut-être aussi de son enracinement dans le cœur du système politique français, la cour royale, ce qui constituerait la donnée la plus caractéristique de cette compilation. On a évoqué les intérêts historiques et philologiques, à vrai dire plutôt rares, suscités par le manuscrit français 5245 et plus en général par le livre de la Reine.
En effet, les quelques pages consacrées à cette compilation remontent au XIXe siècle, lorsqu'il fallait étudier, selon la terminologie d'une de ces études, les monuments de l'histoire juridique française. Toutefois, l'une des premières attestations critiques concernant le livre de la Rueine semble remonter à l'édition donnée par Ducange en 1668 de l'histoire de Saint-Louis de Joinville. En effet, l'ancien savant, dans la tentative de restituer l'image de l'époque du roi Sang, de son gouvernement et de la culture juridique qui l'entourait, enrichit son édition de l'histoire avec les établissements de Saint-Louis et les conseils de Pierre de Fontaine. À cette occasion, Ducange précisait que parmi les traités juridiques de l'époque, il y en avait un dénommé « Livre de la Reine Blanche » qui se trouve, dit-il, inséré dans un volume qui porte ces mots sur le dos. Ducange joignait aussi les témoignages d'autres érudits, Chopin en particulier, qui semble avoir connu un manuscrit dénommé « Les livres de la Reine » et enseigne droit à faire et justice à tenir très spécialement. Les extraits du texte fournis par les érudits du XVIe et du XVIIe siècle étaient d'ailleurs comparables à plusieurs passages du Conseil de Pierre de Fontaine. De notre côté, il faut remarquer que le manuscrit qui nous occupe ce soir, le manuscrit français 5245, ne porte pas ce genre de titres, car, comme on le disait, il présente des rubriques qui identifient la compilation textuelle sous le nom plus court de Livre la Rueine, et c'est tout. D'autre part, au XIXe siècle, les auteurs de l'histoire littéraire de la France ont consacré quelques pages à Pierre de Fontaine. Les juristes, auteurs du Conseil, actifs, il semble, à l'époque et dans l'entourage de Blanche de Castille et de Louis IX. À la lumière des réflexions élaborées par les érudits des siècles précédents, les auteurs de l'histoire littéraire s'interrogeaient sur la relation entre l'œuvre de Pierre de Fontaine et ses prétendus livres de la Reine, dont ils citaient un incipit qui cette fois correspondent à celui du manuscrit français 5245. La comparaison proposée par les auteurs de l'histoire littéraire de la France arrive à ces résultats. Je cite l'histoire littéraire. Le livre La Rueine commence de la même manière que les conseils de Pierre de Fontaine. Et si ensuite il en diffère, et par l'étendue et par les divisions, on peut en conclure qu'il a été composé en partie du conseil de Pierre de Fontaine et en partie des œuvres de plusieurs auteurs qui nous sont inconnus. Bien que très sommaire, cette indication décrit un objet textuel comparable au manuscrit français 5245, qui en effet commence par les traités de Pierre de Fontaine et poursuit selon la séquence rédactionnelle qu'on a indiquée auparavant, celle que vous avez aussi dans la notice codicologique. Enfin, il faut reconnaître à Henri Klimrat, juriste et historien du début du XIXe siècle, le mérite d'avoir éclairé quelque peu cette trame de textes et de manuscrits. En effet, il a compris qu'une version du livre de la Reine correspondait à notre manuscrit français 5245. Il en cite la cote ancienne 9822, en détectant sa composition à 4 textes, ce qui lui permettait d'affirmer que le conseil de Pierre de Fontaine et les livres de la Rueine ne sont pas la même œuvre, mais plutôt que le dernier, ces prétendus livres de la Reine, a été composé autour ou plutôt à partir du premier, du conseil. De plus, Klimrat, suivi par Marnier, éditeur en 1846 du Conseil de Pierre de Fontaine, a prolongé son regard jusqu'au point de nous fournir une explication vraisemblable des équivoques précédents. Les deux savants ont avancé l'hypothèse que Ducange et les autres érudits du XVIe et du XVIIe siècle ont consulté des manuscrits probablement proches de l'actuel manuscrit français 1279, Paris BNF, et du manuscrit Reginense latino 1451 de la Bibliothèque Vatican. Il s'agit de deux manuscrits, les deux datant du XIIIe ou du début du XIVe siècle, qui présentent respectivement des rubriques et des titres comparables à ceux donnés par Ducange et Chopin. La rubrique du manuscrit français 1279 affirme « Si commence un livre de droit qui est appelé « Livre la Reine Blanche ». Il semble s'agir en effet d'un titre très proche de celui donné par Ducange. D'autre part, le manuscrit Reginense latino 1451 porte une rubrique initiale comparable au titre donné par Chopin. Si livre appelé Livre la Reine et enseigne droit à faire et justice à tenir très spécialement. Il coïncide. Comment s'est-elle produite alors cette superposition entre les plusieurs manuscrits? Il faut chercher la réponse dans le fait que le manuscrit 1279 ainsi que le Reginense latino 1451, bien que des objets textuels intitulés à une reine, ne sont que deux témoins du conseil de Pierre de Fontaine.
caractérisée toutefois par une donnée non négligeable. Les deux manuscrits, en effet, interpolent les textes du Conseil entre le chapitre 2 et 3 de l'édition donnée par Marnier, avec une même série d'extraits français des Institutiones, du Digestum Vetus, ainsi qu'avec quelques passages du droit canonique, en particulier du Decretum et de Decretales de Grégoire IX. Dans les manuscrits parisiennes, ces interpolations s'étendent du feuillet 3 au feuillet 12, alors que dans les manuscrits vaticains, elles occupent le feuillet 3,41. Cette remarquable différence entre le nombre de pages occupées par ces interpolations s'explique tout simplement par le fait que le manuscrit parisien a été copié sur 2 colonnes, alors que le manuscrit vatican a été écrit sur une seule colonne, et donc les interpolations occupent un nombre majeur de feuillets. En ce qui concerne ces interpolations, il ne s'agit pas des mêmes extraits des Instituts et du Digeste Vieux qu'on retrouve dans la 2e et dans la 4e partie de notre manuscrit français 5245, qui en réalité ne sont pas des simples extraits. Tout au contraire, ils composent un long texte ordonné et soigné qui constitue la moitié du manuscrit français 5245. Mais toutefois, tant ces interpolations que les manuscrits français 5245 dans sa totalité démontrent bien qu'à la fin du XIIIe siècle, les textes du Conseil pouvaient interagir avec les versions françaises des Instituts et du Digeste, et que cette interaction entre les deux sources juridiques était rubriquée sous le nom d'une reine, parfois sous le nom de blanche. Du point de vue textuel, ce qu'on doit retenir de ce bref parcours à travers ces différents manuscrits concerne donc le fait qu'entre la fin du XIIIe siècle et le début du siècle suivant, au moins 2 formes rédactionnelles d'un livre de la Reine sont attestées par la tradition. La première, une forme minimale témoignée par les manuscrits 1279 et Reginense Latino 1451, à savoir une version du Conseil interpolée par les extraits des Instituts et du Digeste Vieux et par des rares passages du droit canonique. Une deuxième forme, la forme témoignée par les manuscrits français 5245, qui au contraire se développe à travers les 4 textes qu'on signalait, le Conseil, la première partie de la compilation des Instituts et du Digeste Vieux, le Grand Coutumier de Normandie, et la suite de la compilation des Instituts et du Digeste Vieux. Il me semble intéressant de souligner une donnée qui nous permet de mieux saisir la circulation manuscrite de ces textes et de ces fragments. En effet, les feuillets 121-133, dans notre manuscrit de la BNF, le manuscrit latin 14689, fin du XIIIe siècle, nous transmettent, isolés comme s'il s'agisse d'un texte autonome, les mêmes extraits français qui interpellent, les extraits français du droit roman et du droit canonique, qui interpellent les conseils de Pierre de Fontaine dans les 2 manuscrits qu'on vient de présenter. Le reste du manuscrit latin 14689 compte la Summa de Legibus, c'est-à-dire la version latine du Grand Coutumier de Normandie, et un ordre judiciarius connu sous le nom de Curialis. Le fait de pouvoir repérer dans un manuscrit juridique de la même époque les extraits, ou plutôt la séquence isolée des interpolations qui accompagnent parfois le Conseil, constitue à mon avis un élément de la tradition manuscrite qui dévoile bien comment des unités textuelles précises, dérivées en grande partie des traductions françaises du Corpus Juris Civilis, pouvaient converger dans des compilations juridiques plus vastes, renouvelables d'un manuscrit à l'autre. Ceci dit, l'ensemble des sources et des témoins qu'on vient de présenter semble compliquer la tradition du livre de la Reine, car, comme on le disait, on a au moins 2 différentes formes textuelles attestées par la tradition. Il convient alors d'observer la structure codicologique et la forme matérielle du manuscrit français 5245 pour voir quel apport il peut donner à la recherche de la forme originaire, si elle a existé, du livre de la Reine. Comme on l'annonçait, le manuscrit français 5245 est un livre composé par 194 feuillets de dimension moyenne. Le texte est disposé sur 2 colonnes et l'écriture est une minuscule gothique. Les notices qui ont été produites autour de ce manuscrit attribuent la copie du manuscrit à un seul copiste. Toutefois, il me semble possible de signaler un changement graphique rédevable nouvellement entre les feuillets consacrés au 3e livre de la compilation, à savoir les Grands Coutumiers de Normandie, et le reste du manuscrit, c'est-à-dire le premier livre avec les conseils, la table des matières, les livres 2 et 4 avec les extraits des Instituts et du Digeste Vieux. Vous avez ici à gauche
un extrait qui représente l'écriture majoritaire dans les manuscrits, c'est-à-dire l'écriture qu'on retrouve dans les premiers, dans les deuxième et dans les quatrième livres du manuscrit, et vous avez à droite l'écriture qu'on trouve dans les troisième livres, c'est-à-dire les grands coutumiers de Normandie. Il s'agit d'un changement dans les ductus de l'écriture qui comporte, en ce qui concerne les grands coutumiers de Normandie, des traits plus brisés et plus larges. Ces changements deviennent particulièrement visibles dans le cas de certaines lettres telles que, par exemple, H, G, M, S. Des différences plutôt remarquables peuvent être signalées aussi par rapport à certaines lettres majuscules ou placées au début d'un paragraphe, après le pied de mouche. A, par exemple, exécutée rapidement et laissée ouverte en bas dans la plupart des manuscrits. À gauche, renfermée et entièrement achevée par contre dans les feuillets consacrés aux grands coutumiers de Normandie. L'écriture à droite. L'apparat paratextuel se développe de manière plutôt uniforme tout au long du manuscrit en ce qui concerne les rubriques qui découpent les textes en paragraphes, les petites initiales filigranées bleues et rouges, les pieds de mouche bleus et rouges pour des unités textuelles mineures. Il y a toutefois des différences entre les plusieurs textes dont se composent les manuscrits en ce qui concerne les éléments décoratifs et les grandes initiales qui ouvrent le premier, le deuxième et le troisième livre du manuscrit. Au début du manuscrit, l'incipit du livre La Ruine, à savoir l'incipit du Conseil, le premier texte qu'il transmet, est orné par une aluminure et une A initiale bleu, rouge et or développée sur 5 lignes. L'initiale qui ouvre la table de matière, au feuillet 53, est par contre une P filigranée bleu et rouge développée sur 7 lignes, et également une C filigranée bleu et rouge développé sur cette ligne ouvre le deuxième livre, à savoir la première partie de la compilation des instituts et du digeste. Au feuillet 95, par contre, le troisième livre, Les grands coutumiers de Normandie, est précédé par une nouvelle aluminure et orné par une P initiale bleu, rouge et or, développée cette fois sur 11 lignes de texte et allongée sur les marges pour 14 lignes. Les différences qu'on vient de remarquer en ce qui concerne les décors et le paratexte dévoilent, à mon avis, une proximité entre les deux textes, pour ainsi dire coutumiers, les conseils et les grands coutumiers de Normandie, que de leur côté diffèrent, d'une façon plutôt remarquable, du point de vue stylistique général, des feuillets consacrés aux textes de droit roman. Cette donnée me semble confirmer la nature de compilation du livre La Ruine, qui probablement a été produit à partir de modèles textuels, d'antigraphes, on pourrait dire différents, qui restent bien visibles dans ces différences stylistiques entre les plusieurs textes. En outre, les lettres et les lettrines qui apparaissent dans les feuillets du Conseil et du coutumier normand correspondent, du point de vue général, au style de quelques riches manuscrits de droit coutumier. C'est le cas par exemple de la lettre A au début du Conseil, comparable stylistiquement à une lettrine du manuscrit français 5899 de la BNF transmettant les établissements de Saint-Louis. C'est une comparaison stylistique, tout simplement pour montrer la différence avec les autres éléments décoratifs, c'est-à-dire les initiales qu'on trouve dans les feuillets consacrés aux traductions du droit roman, des instituts et du geste-vieux, autour desquels on devine tout autre modèle et tout autre style. On passe en effet des lettrines peintes et fleuries aux lettres filigranées bleues et rouges qui caractérisent d'autres typologies graphiques, parmi lesquelles, souvent, certains manuscrits de traduction française du Corpus Juris Civilis. En effet, l'image que j'ai choisie pour la comparaison est tirée d'un manuscrit de Montpellier qui transmet l'une des rédactions attestées du digeste. Les feuillets consacrés aux grands coutumiers de Normandie constituent à nouveau une exception en ce qui concerne les rubriques. Ils n'en présentent pas, bien qu'on y puisse observer les réserves et parfois les titres d'attente. En ce qui concerne les aluminures, la première aluminure au premier feuillet représente un personnage agenouillé offrant un livre à une reine assise. Derrière la reine, un chevalier. L'homme agenouillé qui offre le livre est accompagné par 4 personnages, peut-être une représentation de 4 textes dont se composent les livres et les manuscrits. L'un de ces personnages est représenté avec un chapeau. La deuxième aluminure, qui précède le coutumier normand, au feuillet 95, représente un homme de loi qui dirige une cause face à 6 personnages qui disputent entre eux.
Le personnage principal, celui que je crois qui représente un juge assis, est représenté avec le chapeau du personnage de l'Aluminure précédente. Et d'ailleurs, il revient aussi avec les mêmes chapeaux dans les aluminures de certains manuscrits de traduction française du Corpus Juris Civilis, parfois en lien avec des titres et des rubriques portant sur le juge, les jugements et la juridiction. De toute manière, du point de vue codicologique, les données les plus intéressantes concernent la table de matière et la séquence de livret. En effet, le manuscrit français 5245 est composé par 26 cahiers de 8 feuillets chacun, sauf des exceptions qui concernent quelques cahiers. Les premiers 7 cahiers, les feuillets 1-52, correspondent au conseil. Les cahiers 8-13 correspondent à la table de matière et au deuxième livre, c'est-à-dire la première partie de la compilation des instituts et du digestion. Les cahiers 14-19 correspondent au grand coutumier de Normandie. Les cahiers 20-26 à la deuxième partie de la compilation des instituts et du digestion. Cette structure semble indiquer une composition du livre pensée selon la coordination de textes copiés de manière autonome l'un de l'autre et leur rassemblement dans une collection unitaire. Il faut noter aussi que dans la table de matière, malheureusement avec le noir et blanc de l'image, vous ne pouvez pas le voir, mais en effet, le numéro 2 ici a été écrit avec un encre beaucoup plus pâle des autres, et on voit aussi les signes d'un effacement. Donc, comme je vous disais, la table de matière, dans la table de matière, l'indication du deuxième livre semble avoir été réécrite après avoir gratté et effacé une écriture précédente qui peut être signalée à un autre agencement, un ordre textuel différent. Toutefois, selon moi, on n'est pas obligé de croire qu'à l'origine, les manuscrits français 5245 présentaient un ordre de texte forcément différent. Car déjà, la rubrique initiale du deuxième livre, au feuillet suivant, écrite par les mêmes copistes, c'est la dernière image, présente l'indication correcte, réelle, si commence le second livre. On pourrait penser par contre à une erreur du copiste, redevable du fait que le deuxième livre du français 5245 correspond largement au troisième livre des instituts, ainsi que le quatrième livre du manuscrit français 5245 correspond largement au quatrième livre des instituts. Vous voyez l'image au milieu. Cette donnée aurait pu tromper les copistes qui après a corrigé l'indication erronée. Toutefois, on ne peut pas exclure que le manuscrit a été fasciculé une deuxième fois. Ceci pourrait être suggéré par la perte probable des cahiers correspondant au début du quatrième livre. En effet, la table de matière au feuillet 53 mentionne 15 titres du quatrième livre qui manquent dans les textes. Mais il faut toutefois noter que les signatures de cahiers des différents cahiers qui composent les manuscrits semblent remonter à une époque proche de la composition du livre, et d'ailleurs elles présentent un ordre apparemment cohérent, 1, 2, 3 ou A, B, C, ce qui nous laisse penser qu'au moins à partir du XIVe siècle, le manuscrit s'est présenté dans la forme actuelle. Il nous reste à observer, du point de vue des données matérielles, la scripta qui caractérise les textes rassemblés dans les livres Laruenne. Il a été déjà remarqué que souvent les traductions en ancien français du Corpus Juris Civilis ne présentent pas de traits régionaux et évidents. Dans beaucoup de cas, ils dévoilent une langue standardisée, à savoir des formes graphiques redevables de la scripta exportée depuis la région parisienne au IIIe siècle. Parfois, on peut observer des phénomènes linguistiques qui nous ramènent dans les régions du nord ou du nord-est, dans l'ère normande, mais ces phénomènes ne sont pas toujours suffisants à démontrer une provenance, une origine précise. Est-ce que cela, c'est le cas aussi du manuscrit français 5245 ? Tout d'abord, il me semble important de rappeler que les différences paléographiques entre les feuillets consacrés au grand coutumier de Normandie et le reste du manuscrit se répercutent aussi, bien que très partiellement, dans les domaines linguistiques. L'une des différences les plus évidentes concerne la désinence âge. Les copistes du Conseil et de 2 livres consacrés aux instituts et aux digestes utilisent presque toujours la première solution, alors que dans les feuillets du grand coutumier, la désinence âge est plutôt fréquente, je dirais majoritaire. Gage, omège, héritage, âge.
Toutefois, il ne semble pas s'agir de changements massifs ni irrévérables d'un déplacement systématique d'habitudes graphiques du copiste. En effet, même pour le livre La Ruine, comme pour les livres, semble se confirmer la tendance attestée dans plusieurs manuscrits transmettant les traductions du corpus, à savoir une scripta comparable à celle exportée depuis Paris. D'ailleurs, comme le démontreront aussi les extraits qu'on pourra lire pendant cet exposé, le manuscrit français 5245 n'est pas caractérisé par des traits régionaux spécifiques. Et d'autre part, les quelques attestations de forme normande qu'on retrouve dans les manuscrits, telles que la troisième personne plurielle du verbe être, sunt, surtout dans les extraits des instituts, peuvent bien s'expliquer à partir du modèle textuel. Les textes édités des instituts se caractérisent en effet par quelques-uns de ces traits, ce qui expliquerait leur permanence dans les manuscrits français 5245. Des considérations pareilles expliquent aussi certains lemmes ou certaines formes graphiques attestées dans les coutumiers normands, ou Erec par exemple, lemme normand qui désigne ce que le vague de la mer laisse sur le rivage, et qui, en tant que lemme technique du coutumier qui lui consacre un chapitre, reviennent aussi dans les manuscrits français 5245. Un autre élément qui pourra contribuer à la datation et à la localisation du manuscrit est constitué par le style des enluminures. Voilà. Alors, je dois avouer que ce genre de recherche ne constitue pas mon domaine d'étude et je me suis plongé dans cette partie de l'enquête d'une manière plutôt empirique. Quand même, il me semble avoir recueilli quelques données qui pourront être évaluées par des chercheurs plus experts dans le domaine des enluminures médiévales. Tout d'abord, il me semble que l'artiste ou l'atelier actif sur le manuscrit français 5245 soit caractérisé par un certain nombre d'éléments qui lui sont propres. En effet, bien que ces enluminures présentent la plupart des traits sont typiques de la fin du XIIIe siècle, les solutions stylistiques envisagées par cet artiste pour résoudre les questions posées par la tradition figurative du XIIIe siècle semblent assez marquées. On constate, au moins j'ai constaté, un double ou un triple encadrement. Le premier, très simple, un carré obtenu par des traits noirs. Le deuxième, un carré délimité par d'autres petits carrés aux quatre coins, avec des décors constitués par des lignes soit ondulées, soit brisées, ou par une séquence de petits cercles. À l'intérieur des petits carrés aux coins, on observe des figures géométriques telles que des croix ou des lignes obliques et des cercles. Les figures humaines sont tracées avec un trait noir plutôt marqué qui en réduit la flexuosité, typique par ailleurs de quelques célèbres ateliers de l'époque. Il y a une nette prédominance de bleu, de rouge, pâle ou plus sombre, l'or pour le fond. La première enluminure voit la tentative d'insérer la scène dans des éléments architecturaux tels que deux arches. Du point de vue du style figuratif, il me semble typique de cet artiste la solution adoptée pour l'ensemble du nez et des yeux. Tous les personnages présentent les yeux assez ronds ou ovales et les nez longs attachés à l'une des sourcils. Ceci dit, il me semble de pouvoir repérer tous ces éléments stylistiques dans quelques enluminures d'un autre manuscrit de la fin du XIIIe siècle, le manuscrit 185 de la bibliothèque municipale de Rouen. On y constate les mêmes systèmes d'encadrement, développés à travers les mêmes éléments de structure et par ailleurs à travers les mêmes éléments décoratifs. Les arabesques qui décorent le carré et les arches sont identiques, comme d'ailleurs se ressemble beaucoup le style du dessin ainsi que les systèmes de couleurs. Enfin, aussi, le style et les éléments décoratifs qui composent l'initiale correspondent beaucoup à l'initiale qui ouvre le manuscrit français 5245, bon, avec les cercles qui délimitent les extrémités de la lettre, avec les arabesques. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette brève comparaison entre les enluminures du manuscrit français 5245 et du manuscrit de Rouen? Selon la notice codicologique élaborée par la BNF, les enluminures du manuscrit français 5245 pourraient dériver leur style d'un maître actif entre Paris et les règnes latins de Jérusalem, les maîtres du Sancier de Sainte-Geneviève, un manuscrit justement un Sancier de Sainte-Geneviève, qui date de l'année 1276. Nos enluminures et les enluminures du Sancier de Sainte-Geneviève partagent, on pourrait dire, une école stylistique, mais ne me semblent pas rédévables d'un même artiste. D'autre part, Ellison Stones a étudié les manuscrits 185
5 de la bibliothèque municipale de Rouen. Mais malheureusement, elle s'est consacrée à un autre artiste, un deuxième alumineur actif sur ses livres, un artiste dont Élise Austin trace l'histoire à travers plusieurs manuscrits qu'elle date à la fin du XIIIe siècle et qu'elle place dans le nord-est du domaine d'Oïl, à savoir l'Artois, la Picardie, la région de Lille et de Cambrai. À propos de la datation du manuscrit de Rouen, Élise Austin, c'est-à-dire ce manuscrit, Élise Austin propose les années 80 du XIIIe siècle. Mais ce qui nous intéresse concerne le fait que l'alumineur qui me semble comparable à celui du livre La Rouen, selon Élise Austin, viendrait d'une autre région par rapport à l'artiste qu'elle a davantage étudié. L'alumineur dont je propose une comparaison avec celui du manuscrit français 5245 serait un artiste d'école parisienne. Cette donnée, si elle est correcte, pourrait confirmer les impressions qu'on a tirées des analyses linguistiques, à savoir une origine centrale du manuscrit français 5245. D'ailleurs, une telle origine semble se dévoiler aussi à travers une comparaison linguistique plus attendue entre les textes transmis par le manuscrit français 5245, par exemple les conseils, et les autres témoins des textes qu'il transmet, les conseils par exemple. Là, j'ai fait une rapide comparaison entre des différents témoins du Conseil de Pierre de Fontaine, les manuscrits français 1225 et les manuscrits français 13984 de la BNF, qui sont caractérisés par des traits graphiques, linguistiques, qui nous ramènent plutôt clairement dans le nord et dans le nord-est de la France. Je dirais ce qu'on appelle normalement la script picarde. Et alors que notre manuscrit français 5245 ne présente pas ce genre de traits, qui par contre sont plutôt fréquents dans les témoins du Conseil, bien que l'ancien éditeur a pensé que c'était la scripta picarde à être minoritaire. Moi, j'ai constaté que c'est plus facile de trouver un manuscrit du Conseil caractérisé par ces traits linguistiques qu'un manuscrit du Conseil avec un script standardisé. Et donc, aussi, ces éléments, je pense, qui laissent penser que le manuscrit français 5245 vient d'une région centrale, de la région de Paris, plus ou moins. Ceci dit, je pense qu'on a achevé la présentation des données matérielles, plus ou moins achevé la présentation des données matérielles et codicologiques. Il faut maintenant comprendre, d'un point de vue philologique, textuel et historique, la signification de cette compilation et sa place à l'intérieur des différents livres de la reine attestés par la tradition. On commence par la question du titre et par la référence à la reine Blanche, évidemment Blanche de Castille, mère de Louis IX, donnée par l'un des témoins. Du point de vue iconologique, l'aluminure qui ouvre le manuscrit français 5245 semble effectivement représenter Blanche, la mère du roi Sang, qui a gouverné à côté de son fils pendant la minorité du roi, 1226-1234, et pendant l'absence de ce dernier à cause de la croisade, 1248-1252, année de la mort de Blanche. L'aluminure d'ailleurs semble représenter Blanche en train d'exercer ses fonctions royales, comme le supposent les manteaux bleus, signe caractéristique de la royauté capétienne. D'autre part, l'une des rares aluminures dans laquelle il soit possible de reconnaître la reine Blanche de Castille nous présente la mère de Saint-Louis à travers les mêmes éléments iconographiques. Il s'agit de la Bible moralisée, conservée entre Tolède et New York, qui révèle son haut patronage à travers l'image du couple royal, mère et fils. Blanche est représentée voilée avec la même robe rouge surmontée du même manteau bleu qu'on retrouve dans l'aluminure du livre de la Rouen. Bien que son patronage a été souvent soupçonné derrière plusieurs œuvres artistiques, textuelles ou architecturales, il reste difficile aujourd'hui de saisir le rôle de Blanche en tant que commanditaire. En plus du manuscrit de la Bible moralisée, le seul texte qu'il soit possible de lui rattacher directement est représenté par le Speculum Anime, dont la version française, le miroir de l'âme, a été inclus à la fin du XIIIe siècle dans les manuscrits 870 de la bibliothèque Mazarine. Dans ce cas, le texte du miroir, l'aluminure en bas, est précédé par une aluminure représentant la reine en train de recevoir un miroir. Cette représentation semble proche des images précédentes. Je ne sais pas quelle est la valeur d'une proximité iconologique, de visage, de traits
figuratif dans ces cas, dans les cas des aluminures. Selon moi, il faut se baser plutôt sur des éléments de la structure de l'image plutôt qu'une ressemblance. Quand même, les représentations semblent proches. L'absence du manteau bleu pourrait s'expliquer par le fait que dans les projets iconographiques du miroir, texte dévotionnel peut-être privé, Blanche n'est pas représentée avec l'ensemble de ses insignes royales, mais plutôt à travers sa dévotion religieuse symbolisée par les manteaux clairs. La robe rouge et le manteau bleu sont d'ailleurs l'expression du pouvoir royal capétien typique de l'iconologie du XIIIe siècle. Il revient dans plusieurs manuscrits de l'époque, ainsi que dans les témoins de traduction française du Corpus de Justinienne. L'iconologie, toutefois, ne suffit pas. D'ailleurs, le fait d'accepter cette dédicace royale complique énormément le panorama philologique. En effet, bien que pour la plupart des textes transmis par les manuscrits français 5245, on ne dispose pas ni d'édition critique fiable, ni d'études sur la tradition manuscrite, les chercheurs acceptent des datations qui me semblent un peu sommaires. Pour le conseil de Pierre de Fontaine, la datation proposée concerne l'année 1253. Pour le grand coutumier de Normandie, Tardif, qui éditait la version latine, la Summa de Legibus, propose les années 70 ou 80 du XIIIe siècle. Ces deux datations empêchent d'accepter la dédicace à Blanche de Castille. En effet, les deux textes seraient postérieurs à la mort de la reine en 1252. Dans le cas du coutumier normand, je n'ai pas les moyens pour contester cette hypothèse, et d'ailleurs elle pourrait être correcte. Dans les grands coutumiers de Normandie, on lit en effet une référence à Louis IX au passé, qui semble au passé, et dépourvu de la titulature royale qui accompagne normalement les rois régnants. Et pour c'est l'innoble roi Loïs qui fut le second après le roi Philippe. Ceci pourrait supposer la mort du roi Sant et donc placer la composition du texte français après l'année 1270. Par conséquent, cette donnée nous obligerait à croire que s'il a existé effectivement un livre juridique dédié à Blanche de Castille, ce livre ne pouvait pas comprendre la version française des coutumes de Normandie, les grands coutumiers de Normandie, car il serait postérieur de 20 ans presque à la mort de Blanche même. Les manuscrits français 5245 représenteraient donc, selon cette perspective, un remaniement, un élargissement peut-être d'une compilation précédente. Par contre, en ce qui concerne la composition du Conseil de Pierre de Fontaine, je crois qu'il faut refuser ou au moins discuter sa datation traditionnelle. La seule raison utilisée pour dater l'œuvre de Pierre de Fontaine aux alentours, mais plus souvent après l'année 1253, concerne le fait qu'à cette époque, Pierre de Fontaine aurait terminé son mandat de bailli en Vermandois. Étant donné que son texte se présente comme un coutumier vermandois, bien qu'il ne le soit pas forcément, les savants du XIXe siècle ont pensé que sa composition devait suivre l'achèvement de ce mandat. Mais en réalité, une étude des sources diplomatiques nous a révélé que la présence de Pierre de Fontaine autour de la Curia Regis et parmi les officiers et les juges royaux précède largement cette époque. En effet, il me semble possible de reconnaître Pierre de Fontaine déjà dans des actes des années 30. En 1236, une composition entre le chapitre d'Amiens et Petrus Maior de Fontanis nous dévoile le portrait d'un petit seigneur féodal ayant ses terres in territorio de Fontanis et, comme le suppose son titre, Maior, déjà à cette époque officier public dans une région qui correspond au lieu d'activité de l'auteur du conseil. Après, en 1244, Pierre de Fontaine participe avec d'autres personnages au jugement concernant une querelle entre le chapitre de Saint-Quentin et les autorités laïques de la même ville. Un jugement rendu par Louis IX à la présence de sa mère, la reine Blanche de Castille. Il y fut l'héros Loïs, l'héroïne de sa mère, Robert Licomte d'Artois, l'évêque de Biavet, l'évêque de Clermont, Pierre de Fontaine. De plus, une chronique telle que le récit d'un ménestrel de Reims, composé autour de l'année 1260, nous présente Pierre de Fontaine déjà dans le rôle du plus proche conseiller de Louis IX à l'époque d'événements datables aux années 1253-1256, à savoir pendant la rébellion des citoyens de Namur contre Marie de Brienne. Mais encore, en 1259, le roi Louis IX récompense Pierre de Fontaine pro fideli servitio avec une rente de 50 livres parisiennes. Ceci pourrait suggérer qu'à cette époque, la carrière de Pierre de Fontaine était déjà bien développée ou sur le point de s'achever.
Enfin, on peut reconnaître Pierre de Fontaine à la cour d'Artois, de la comtesse Mathilde de Brabant, c'est-à-dire la femme de Robert d'Artois, frère de Louis IX, et par conséquent belle-fille de Blanche de Castille. En 1251, Pierre est nommé dans un acte concernant la comtesse Mathilde. Il est le représentant de la comtesse et de son conseil. Petrus de Fontanis propredicta comitissa et consilio suo dixit. L'année suivante, en 1252, il apparaît à nouveau dans un acte concernant la juridiction de la comtesse Mathilde face à l'évêché d'Arras. Il s'agit d'un acte approuvé personnellement par la reine Blanche de Castille, qui mourra évidemment quelque temps après. Ceci dit, les éléments qu'on vient de rassembler n'offrent pas une nouvelle datation pour le Conseil, mais toutefois ils démontrent l'inutilité d'attendre l'année 1253 pour voir Pierre de Fontaine engagé dans l'administration royale. Étant donné la précocité de son activité politique et juridique, son texte pourrait précéder l'année 1252 et la mort de Blanche de Castille. Dans cette perspective, un nouveau élément vient de s'ajouter au panorama des sources déjà connues. Il s'agit du manuscrit 1 de la bibliothèque municipale d'Honfleur, un nouveau témoin jusqu'ici oublié du conseil de Pierre de Fontaine. Les données caractéristiques de ce manuscrit concernent le fait que lui aussi, comme le manuscrit français 1279 et Reginense Latino 1451, transmet une version du texte de Pierre de Fontaine interpolée entre les chapitres 2 et 3 par les extraits du droit roman et du droit canonique. Il manque par ailleurs du prologue comme les autres deux manuscrits. Il appartient donc à la série de livres de la reine constituée par les seuls conseils enrichis par quelques extraits du droit savant, institut, digeste et par quelques passages du droit canonique. Malheureusement, la rubrique initiale de ce manuscrit est effacée et on n'arrive pas, au moins moi j'arrive pas à lire avec précision son intitulé. De toute manière, il est vraisemblable que même les manuscrits d'Honfleur aient été expressément intitulés à une reine, car en effet, en tête du premier feuillet, on trouve une aluminure qui nous ramène expressément à la série de livres de la reine. L'aluminure représente une reine en train de recevoir un livre offert par un personnage masculin. Comme dans le cas du manuscrit français 5245, le manuscrit d'Honfleur nous dévoile par conséquent l'image d'une reine associée à la constitution ou plutôt à la réception d'un livre juridique. Ces manuscrits s'ajoutent donc à une série de manuscrits qui attribuent le titre de livre de la reine à une forme textuelle composée par les conseils de Pierre de Fontaine, interpolés par des extraits des instituts, du Digeste vieux et par quelques passages du décret de Gracienne et de Décrétal. Ça, c'est le résumé de ces données. D'ailleurs, si on accepte l'hypothèse autorisée, il me semble, par les sources diplomatiques, selon laquelle Pierre de Fontaine aurait pu composer son traité avant la mort de Blanche, on doit admettre aussi que cette forme textuelle, les conseils interpolés, puisse représenter la forme originaire du livre juridique dédié à la reine Blanche. De toute manière, à ce niveau de l'enquête, on peut seulement confirmer l'existence d'une double forme rédactionnelle. D'un côté, les manuscrits du conseil interpolé, de l'autre côté, les manuscrits français 5245. Il y a aussi un autre manuscrit qui pourrait faire partie d'une forme du livre de la reine, c'est le manuscrit français 20048 qui transmet la même série de textes, les conseils avec les mêmes interpolations. On ne peut pas être sûr à 5% de ça parce qu'il manque des rubriques et donc on n'a pas un titre pour ce livre, mais quand même il a la même forme textuelle des autres manuscrits avec lesquels il compose cette série. Comme on l'a dit, c'est improbable que le grand coutumier de Normandie ait fait partie de la composition originaire. Sa datation probable semble empêcher. Si par conséquent on efface les coutumiers normands du modèle textuel qu'on essaie de rétablir, il nous reste une double forme rédactionnelle élaborée dans les deux cas autour du conseil, des instituts et du digeste. Lorsqu'on essaie de saisir la forme originaire du livre de la reine, je crois qu'on devrait supposer une telle combinaison de textes. Je ne peux pas dire dans quelle mesure ces textes sont superposés l'un à l'autre dans la forme originaire du livre, mais de toute manière, il me semble probable qu'ils coexistaient dans une même compilation. Mais du point de vue culturel, du point de vue des contenus, quels sont les liens entre ces différents textes? Les conseils de Pierre de Fontaine, qu'on a jusqu'ici présenté comme s'il s'agit d'un texte de droit coutumier, est constitué en réalité par une collection de normes coutumières et d'extraits français tirés du Code et du Digeste, du Code de Justinien et du Digeste.
Cet équilibre entre les deux sources qui composent les conseils, coutumes et droit roman, au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, se développe en faveur des traductions du Corpus Juris Civilis, au point que dans les derniers chapitres du traité, les interventions directes de Pierre de Fontaine deviennent presque nulles, et les textes du Conseil ressemblent de plus en plus à une pure compilation des titres du Code et du Digeste Vieux. Cette structure rédactionnelle aurait permis virtuellement de prolonger l'œuvre du juriste vermandois en y ajoutant de nouveaux titres tirés des sources latines selon l'ordre de la compilation. Cela est en effet le cas de quelques manuscrits. Le manuscrit français 1279, le manuscrit français 13983, le manuscrit français 20048, le manuscrit de la BNF, font suivre à la traduction de l'extrait du Codex 3.32.1, avec lequel se termine la plupart des manuscrits du Conseil, le début d'un morceau suivant. D'ailleurs, le manuscrit 19758, un autre témoin du Conseil, au cours du chapitre 33 de l'édition donnée par Marnier, ajoute des extraits du Code qui ne sont pas transmis par les autres témoins. Et encore, un manuscrit d'Amiens, aujourd'hui perdu, mais autrefois copié par Ducange dans son ancienne édition du Conseil, se terminait par ces mots « Si finit le livre que Messire Pierre de Fontaine fit, quand qu'il en fist onc, sunt si dedans écrit ». Or, les rajouts, les prolongements, ainsi que les témoignages de Ducange, plutôt que nous indiquer les simples inachèvements du texte, semblent dévoiler la jeunesse du Conseil en tant que compilation textuelle, assemblage de sources susceptibles peut-être d'être prolongées ou modifiées. Dans cette perspective, le projet du Conseil serait celui d'un vaste rassemblement d'extraits du droit roman, ordonnés et commentés selon les exigences et les arguments de la tradition coutumière. Il me semble que cette hypothèse contribue à expliquer aussi le rapport entre les conseils et la compilation des instituts et du Digeste Vieux à l'intérieur du manuscrit français 5245. En effet, les conseils, qui constituent les premiers livres du manuscrit français 5245, se terminent avec des chapitres portant sur les testaments, les donations et la possession d'héritage. De son côté, le livre 2, à savoir la première partie de la compilation des instituts et du Digeste Vieux, débute par les premiers titres du troisième livre des Institutiones, De Hereditatibus que ab intestato deferuntur. La traduction française affirme « 6 titres paroles d'héritage à ceux qui meurent sans faire testament ». Il y a par conséquent une continuité thématique évidente entre la fin du Conseil, première partie du manuscrit, et la compilation des sources juridiques latines qui suit, deuxième et quatrième partie du manuscrit. Lorsque Pierre de Fontaine consacre les derniers chapitres de son traité à une certaine matière, le texte qui le suit reprend la tractation à partir de la même matière, selon l'ordre des sources latines qui régit la structure générale du manuscrit. Cette donnée, il me semble, nous invite à saisir l'unité du projet qui a relié ensemble l'un après l'autre les textes de Pierre de Fontaine et la compilation des instituts et du Digeste. Par ailleurs, les liens entre les traités du juriste vermandois et les traductions françaises du Corpus Juris Civilis s'étendent aussi au niveau textuel. Lorsque Pierre de Fontaine cite ces sources, il semble utiliser des textes attestés parmi les nombreuses rédactions de la tradition française du Corpus de Justinien. Comme a été démontré par M. Duval au cours du séminaire qu'il a consacré cette année aux traductions françaises du Corpus Juris Civilis, il existe une vaste pluralité de rédactions en ancien français pour chacun des textes qui composent l'ensemble de la compilation latine. Dans cette perspective, il me semble possible d'affirmer que Pierre de Fontaine, lorsqu'il cite le Code par exemple, utilise l'une des rédactions connues, celle qui est attestée entre autres par les manuscrits français 496. On peut lire quelques passages de cet extrait. Et certes, la loi écrite dit, et parole ainsi, non ne voulons pas que s'ils qui à leur pays doivent par fort service et défendement se ne soignent, ne qu'il a folloyant, ne pour qu'un ne leur octroyant qu'il a incuré l'office d'en parler et a accord en leur cité en telle manière qu'il ne leur soit octroyé d'aller contre les preux de la cité, en quoi il en cet honneur. C'est le même texte qu'on peut lire avec quelques différences dans la traduction du Code transmise par le manuscrit français 496. Les traitements que les deux versions de cet extrait du Codex réservent au même extrait démontrent bien la proximité des textes. Au même temps, ils dévoilent l'éloignement du texte du Conseil des autres rédactions attestées du Code, dont il ignore les spécificités lexicales et stylistiques. De plus, les extraits qu'on vient de lire signalent quelques différences dans les langages. Ce sont des différences plutôt fréquentes dans les extraits du Conseil où Pierre de Fontaine cite
les sources latines. Lorsqu'il a l'occasion de s'écarter des solutions trop latinisantes, Pierre de Fontaine semble préférer des lemmes et des concepts enracinés dans les langages juridiques français. Dans les morceaux transcrits, c'est le cas de querelle préférée à cause, d'un parlier préféré à avocat. La lecture des extraits du digeste cités dans les conseils comporte par contre toute autre analyse. En effet, la réception du texte français du digeste à l'intérieur du conseil de Pierre de Fontaine semble plutôt fluctuante. Comme le signalait Pierre Petot, on constate des grandes différences entre le texte du conseil et la traduction du Gestum Vetus, bien que parfois, il faut le dire, les deux versions se rapprochent aussi. Il faut ajouter que Petot lisait cette traduction dans une seule rédaction, celle attestée entre autres par le manuscrit 495 de la BNF. De toute manière, un examen des témoins des autres rédactions continue à indiquer l'absence d'une correspondance nette ou constante entre les textes de Pierre de Fontaine et les différentes traductions de la source latine. Petot expliquait ainsi l'alternance du conseil par rapport au texte du digeste. Nous avons constaté, écrivait-il, que Pierre de Fontaine, s'il copie avec exactitude la traduction du code, prend parfois avec celle du digeste de grandes libertés. Tout se passe comme s'il avait trouvé la traduction du code déjà parfaite, tandis que celle du digeste était encore inachevée. Son livre, ajoutait Petot, serait alors un témoignage de l'histoire de ces traductions auxquelles il a peut-être participé. Il s'agit d'une hypothèse probable, raisonnable, et elle nous suggère par conséquent qu'avant les années 50 du XIIIe siècle, le mouvement de traduction du corpus juris civilis était déjà bien entamé. Voyons maintenant quelques données textuelles concernant les autres textes transmis par les manuscrits français 5245. En ce qui concerne les grands coutumiers de Normandie, les données textuelles disponibles sont plutôt pauvres ou fragmentaires. Même ces textes faisaient partie d'une séquence rédactionnelle longue et complexe, car les coutumes normandes ont été transcrits à plusieurs reprises au cours du XIIIe siècle, en latin, en français, en prose et en vers. Les textes représentés par les grands coutumiers n'est donc qu'une couche textuelle à l'intérieur d'un procédé plus vaste. L'absence d'une édition critique du texte français nous empêche d'étudier réellement les rapports entre les textes transmis par les livres Larouën et le reste de la tradition. Pourtant, grâce aux recherches de Tardif, on peut essayer de rattacher notre témoin à quelques branches de la tradition latine du grand coutumier, connues sous le nom de Summa de Legibus Normanniae Incuria Laicali. Dans cette perspective, la version française du grand coutumier transmise par les manuscrits français 5245 est caractérisée par un certain nombre de données textuelles qui semblent correspondre à autant d'éléments identifiés par Tardif à l'intérieur de la tradition latine. En particulier, les textes transmis par les livres Larouën semblent pourraient être similaires d'un point de vue structurel aux textes latins de la famille 2 ou à des variantes très proches telles que la famille 4 du texte latin. Avec les manuscrits latins qui Tardif a ramenés à ces branches de la tradition, même s'il ne s'agit pas d'un véritable stemma codicum, les textes du français 5245 partagent, entre autres, l'un des éléments les plus évidents de la tradition, à savoir l'interruption et la fin du texte au milieu d'un chapitre dénommé De Lege Apparenti, et par conséquent l'absence du chapitre suivant des prescriptions. Ici vous avez la fin du grand coutumier dans les manuscrits français 5245 et le passage qui lui correspond dans la version latine. Dans la version éditée par Tardif, ce passage précède un dernier chapitre du coutumier qui par contre est inconnu à cette traduction française. On arrive ainsi à la dernière unité textuelle du manuscrit français 5245. La compilation des extraits des instituts et du digeste vieux, à savoir la deuxième et la quatrième partie du livre Larouën. Il s'agit d'une composition textuelle extrêmement cohérente qui reproduit, comme vous le pouvez constater dans la notice codicologique que je vous donnais, l'ordre et la séquence thématique du troisième et du quatrième livre des Institutiones. À l'intérieur donc d'une structure rédevable des instituts, le rédacteur a intercalé des titres ou des extraits du digeste vieux concernant les mêmes arguments traités par les chapitres des instituts. Le résultat est donc une lecture synoptique de deux sources latines basées sur une collation de textes. Les instituts régissent la structure et leur thématique, tandis que les titres du digeste sont tirés des différents livres et ont la fonction d'élargir la tractation. Ce qui nous intéresse de remarquer maintenant concerne le rapport entre les textes transmis par les livres Larouën et les différentes traductions attestées du corpus de Justinienne.
En ce qui concerne les instituts, le seul texte édité parmi les plusieurs qui composent la tradition ancien français du corpus de Justinienne, on connaît aujourd'hui une seule version en prose, même si certains savants ont soupçonné l'existence d'une deuxième rédaction. Les textes transmis par les livres Laruenne entretiennent des rapports évidents avec les textes connus et déjà édités, jusqu'à parfois une correspondance totale. Malgré, il arrive aussi qu'il le texte du livre Laruenne raccourcit ou condense les sons de plusieurs morceaux. Il présente aussi des variantes lexicales qui lui sont propres ou des reformulations stylistiques. Parfois, il nous semble que les textes du livre Laruenne soient plus proches de la source latine. Voici un exemple qui témoigne bien des différentes modalités de rapport entre les plusieurs textes. Alors, on peut lire quelques lignes, mais toutefois, la chose qu'il faut noter, ce sont des données lexicales. Parce que comme vous le voyez, les extraits tirés du manuscrit français 5245, c'est-à-dire la version des instituts transmise par les livres Laruenne, présentent des formules, des lemmes, ou aussi des petits morceaux qui rapprochent notre texte à la source latine et s'éloignent de la version éditée par Olivier Martin, par exemple. On lit les textes des instituts édités. Actions d'abandonner serre à Sofrifen sont établies pour les méfaits à serre, si comme s'ils font la récine ou ravine ou damage ou torfait. Les textes de notre manuscrit affirment par contre actions nuisables sont établies de méfaits aux serres, si comme s'ils ont fait la récine ou ravine ou dommage ou injure, par lesquels ils louent au Seigneur de celui qui a fait les dommages. Comme vous le voyez, il semble qu'il connaît, qu'il respecte la source latine plus que le texte des traductions des instituts. Ex malefici servorum velutis furtum fecerit aut bona rapuerint aut damnum dederint aut injuriam commiserit noxale fractiones prodite sunt. Le texte donné par le livre Laruenne et celui transmis par la traduction des instituts entretiennent donc un rapport particulier tant du point de vue linguistique que du point de vue stylistique et lexical. Le livre Laruenne reformule de temps en temps la prose et parfois se rapproche du texte latin, tant dans la syntaxe que dans le choix lexical, ou par la présence de quelques morceaux omis dans la traduction des instituts. En ce qui concerne les langages, dans les extraits qu'on vient de lire, les liens entre les textes donnés par les livres Laruenne et les textes originaux latins apparaissent dans le cas des actions nuisables qui reproduisent l'expression latine noxales actiones, inconnue à la traduction des instituts. Ailleurs, c'est le cas, entre autres, de la formule loage et conduction, qui reproduit la distinction latine entre locatio et conductio, absente elle aussi dans la traduction des instituts, qui ne mentionne que le loage. Il me semble s'agir de textes qui partagent une base commune, mais qui ont été l'objet d'une révision plutôt intense. De son côté, le rapport textuel entre les extraits du digeste, faisant partie du deuxième et du quatrième livre du manuscrit français 5245, et les différentes rédactions françaises du digeste vieux, semble se résumer dans une correspondance nette avec l'une des traductions attestées, celle transmise entre autres par le manuscrit français 495. Par contre, une comparaison élargie entre les digestes cités dans le deuxième et dans le quatrième livre du manuscrit, les digestes cités dans les conseils et l'une des traductions françaises du digeste nous livre des données plus nuancées. Par exemple, ici, j'ai copié un morceau du digeste qui est cité tant dans les conseils de Pierre de Fontaine, donc la première partie de notre manuscrit, que dans la compilation de sources latines, c'est-à-dire la quatrième partie de notre manuscrit. Comme vous le voyez, il y a des différences énormes entre les mêmes morceaux cités deux fois dans les mêmes manuscrits. On peut lire les débuts du morceau de Pierre de Fontaine. S'ils qui tiennent héritage ne doivent m'y être contraints de mettre plège, d'être adroits, c'est la querelle née de l'aide œuvre. S'ils tiennent bien l'héritage qu'il a à champ ou habile, et s'il même qui n'a forter à perpétuel sang. Les textes donnés par le quatrième livre du manuscrit français 5245 porte tout d'abord l'indication de l'auteur latin de la source latine,
L'un doit savoir que s'il qui pour ces choses qui n'est pas mouvable n'est pas contraint de donner caution, s'il doit être appelé pour sœur qui en ville ou en cité pour citer en tout ou en partie. Comme on le disait, le Conseil cite souvent le Code et les digestes vieux. Par conséquent, il arrive que dans les manuscrits français 5245, il y a des redoublements d'un même extrait, cité une fois dans les Conseils et une fois dans la compilation des Instituts et du digeste vieux. Ceci est le cas du morceau que je viens de lire. Les textes donnés par la compilation des Instituts et du digeste semblent se rapprocher du texte latin, du texte transmis par la traduction du digeste, c'est le manuscrit français 495 que j'ai utilisé comme base, alors que les textes du même extrait cité ou plutôt utilisés dans les conseils diffèrent énormément. Cet exemple nous dévoile donc les plusieurs réceptions presque synchroniques d'un même texte. Il nous semble que la différence sémantique la plus évidente entre le texte donné par Pierre de Fontaine et celui transmis par la quatrième partie du livre La Ruine concerne la substitution du lemme et du concept original possessor pour sœur avec celui d'héritier, s'il qui tient héritage. Ces changements comportent un remaniement du morceau dans sa totalité. Il semble possible qu'à la base de ce genre de variations, il y a eu une culture juridique précise qu'il faudra détecter. Et en effet, c'est une hypothèse, celle que j'avance ici. Dans le cas où ce qui accompagne la glosse sur cet extrait du digeste, on lit sed pone quod tuteneris mie actione personali e quia eres erat instituto et testator mi aliquid legavit fundum puta tu autem es possessor non ego. Afin d'expliquer les formes de la possession et leurs différences par rapport à la propriété lorsque quelqu'un est lié à quelqu'un d'autre par certaines typologies de contrats, la glosse avance le cas de l'héritage, les mêmes qu'on trouve dans les conseils en tant que signification globale du morceau. Cette donnée ne prouve pas que Pierre de Fontaine était au courant du travail exégétique des glossateurs. Il nous indique tout simplement une trace pour expliquer les plusieurs réceptions possibles d'une même source latine à l'intérieur d'une même compilation juridique, telle que le manuscrit français 5245. Qu'est-ce qu'on peut retenir à la fin de ce parcours, peut-être un peu fragmentaire, à travers ces manuscrits, ces sources de la tradition juridique française au XIIIe siècle? Je crois qu'on se trouve face à des conclusions très nuancées. La première concerne la série de ce prétendu livre de la reine. On n'a pas de preuves documentaires extérieures qui assurent l'existence d'un livre juridique en ancien français dédié à Blanche de Castille. On dispose par contre des données contradictoires livrées par la tradition manuscrite. Par conséquent, si on veut accepter l'hypothèse qu'un tel livre a existé, cette hypothèse entraîne un large corollaire. Tout d'abord, on devra conclure que le manuscrit français 5245 ne représente pas la forme originaire du livre de la reine. Il comprend à son intérieur un texte, le Grand Coutumier de Normandie, qui pour l'instant semble postérieur à la mort de Blanche. En deuxième lieu, la tradition manuscrite semble rattacher au nom de la reine une forme particulière du conseil de Pierre de Fontaine, à savoir les traités du juriste vermandois interpolés par des sources du droit savant. Est-ce que cette forme rédactionnelle représente la forme originaire de cette compilation dédiée à Blanche de Castille? Peut-être. Au moins, c'est la seule hypothèse qui trouve quelque soutien dans les attestations positives de la tradition. Ceci, toutefois, comme on l'a montré, nous impose une nouvelle datation pour le texte de Pierre de Fontaine. En effet, il devra précéder l'année 1252, année de la mort de Blanche. Dans ce cas, la datation du Conseil avant cette date pourra devenir l'un des terminus antequem pour certaines traductions françaises du Corpus Juris Civilis qui sont citées dans les Conseils. Comme vous le comprenez, les questions et les doutes ouverts par cette petite enquête dépassent le nombre des acquisitions certaines. Je crois enfin que la recherche entamée par M. Duval autour de la tradition française du Corpus Juris Civilis pourra contribuer aussi à l'étude des compilations dérivées, telles que le livre de la Ruine, telles que le manuscrit français 5245. Peut-être il faudra aussi travailler à nouveau sur l'édition de quelques textes. Je pense qu'il faudra produire une nouvelle étude, au moins une nouvelle étude de la tradition manuscrite du Conseil, à la lumière des nouveaux témoins, ainsi qu'une édition critique du Grand Coutumier de Normandie. Merci.